Hello, hello tout le monde, salut Loulou. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer. Ah mince, je me suis loupé dans mon... Euh, Alors attendez, j'ai du son qui... Ah voilà, j'ai un retour de son un peu pourri. Hop là. Ah, j'ai plus la webcam. Bon, ma webcam a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah voilà, elle est là. Bon, alors est-ce qu'il y a du monde ce soir? Je pense qu'il va y avoir moins de monde qu'hier. Si vous êtes là, dites-le dans le chat. Sinon, je vais attendre encore un petit peu que ça démarre, hein. Sinon, tout seul, ce sera un petit peu triste. Mm, mm. Ça code ici? Ah, ça code pas encore, mais ça va commencer à coder, ouais. Peut-être que est tout seul pour l'instant, je sais pas. En fait, je me suis loupé hier, j'ai un truc. Je me suis complètement loupé sur le micro. Je sais pas comment ça se fait, mais c'était pas le bon micro qui était pris. C'était le micro un peu nul de l'ordinateur, au lieu d'avoir le micro pas mal là. Normalement, quand je tapote là, tac tac tac, on devrait entendre que c'est ce micro là. Et oui, hier, je crois qu'il y avait des gens qui disaient qu'il y avait du vent dans le micro. Et effectivement, je sais pas pourquoi, ça me faisait pas ça l'année dernière, mais là, cette année, ouais, il y avait un peu de vent. Du coup, j'ai activé un filtre pour essayer d'enlever un peu le bruit. J'espère que le son est un peu meilleur, du coup, comme ça. C'est peut-être aussi lié au fait que c'était pas le bon micro. Hum. Alors, on va commencer? Il est quelle heure là? Ouais, 21h01, c'est le moment de commencer. Alors, je vais prendre la petite page web et puis on va voir ce qu'on arrive à faire ce soir. Alors, je sais pas si vous avez mis, ouais, du coup, sur la gauche, par ici, là, j'ai mis comme langage Python et Haskell. C'est ce que j'espère pouvoir vous montrer. Et depuis hier, j'ai repensé au problème 1 en Haskell, une manière un peu élégante de faire. Et j'ai trouvé un truc qui était un peu sympa pour montrer le langage. Donc peut-être que si on a le temps, je le montrerai. Allez, on commence avec le jour numéro 2. Cube Conundrum. Conundrum, ça veut dire quoi? C'est une... conundrum, c'est un truc où on est embêté, on sait pas quel choix faire, je crois. Comment on dit ça en français? Je sais pas comment on dit en français. Alors, ah oui, c'est vrai, là, on avait été catapulté hier. On a été catapulté tout en haut de l'atmosphère. L'apex, le sommet de la trajectoire. On touche à peine la surface. Ah, il y a une île. Ah, sympa ça, une île dans le ciel. C'est un peu du Miyazaki, ça, le château dans le ciel. On arrive sur une pile de feuilles. Il fait un peu froid, mais il n'y a pas beaucoup de neige. Haha. Et oui, mais bien sûr, on a un problème de neige. Alors, il y a un petit lutin du Père Noël qui vient pour nous accueillir. On est arrivé sur l'île de la neige. Bonsoir, Sadurfing. Il s'excuse parce qu'il manque de la neige, d'accord. Il va nous expliquer la situation. Donc on a un petit peu de temps, on se balade. Il n'y a pas beaucoup de visiteurs ici. Est-ce qu'on veut jouer? Bien sûr, on va faire une petite partie de je sais pas quoi pendant le trajet. Bonsoir Whitven10, bonsoir Zips. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui arrive. J'ai commencé à lire le problème, mais bon, on n'a pas fait grand chose encore, hein. To get information. Alors. Ah bah non, attends. Ah oui, play a game ici. Alors, il y a un petit sac avec des cubes qui sont rouges, verts ou bleus. À chaque fois qu'on joue au jeu, il va cacher un nombre de cubes en secret de chacune des couleurs. Il faut des informations sur le nombre de cubes dans le sac. Ok. Pour ceux qui viennent d'arriver, normalement le son est meilleur qu'hier. Donc voilà, si jamais vous trouvez que le son est meilleur qu'hier, c'est parce que j'ai mis le meilleur micro et j'ai fait un filtre pour virer le bruit. Donc dites-moi si vous trouvez que c'est mieux qu'hier. Alors, pour avoir des informations, une fois qu'il y a des cubes dans le sac, l'elfe va prendre dans le sac, il prend des cubes, nous les montre et il les remet dans le sac. Ouh là, ça a l'air d'être chaud comme truc. J'espère qu'il y a des règles un petit peu plus précises que ça, sinon ça va être super difficile de savoir ce qu'il y a dedans. C'est vraiment mieux, ouais, c'est mieux.
J'ai un vrai micro là, je sais pas ce que j'ai glandouillé hier là, mais c'était c'était pas le bon micro qui était utilisé. Alors, on joue plusieurs parties, on enregistre l'information sur chacune des parties. Ok, il y a un ID, tac tac tac. Alors, 3 bleus, 4 rouges, il y a des points-virgules, alors c'est peut-être le nombre de fois qu'on a sorti les trucs. Mhm. Ok, donc là, on a révélé 3 bleus, 4 rouges, puis un rouge et 2 verts, puis 6 bleus et 2 verts. Est-ce que ça veut dire qu'on est sûr qu'il y a au moins 6 bleus, 4 rouges et 2 verts? On est sûr qu'il y a minimum ça, il y a peut-être plus, mais c'est le minimum. J'imagine que c'est la question. Game 2. Ah, par contre, il y a une deuxième partie. Bon, alors, dans la première partie, ouais, c'est ça, on a fait 3, on a remis, tac, tac, tac. Là, elle voudrait savoir... Ah! Combien de parties serait possible si on avait seulement 12, 13 et 14? Toutes les parties sont possibles là. Ah non. 13 green, 15 blue. Ah, cette partie-là n'est pas possible. 15 blue, on a trop. On a trop de bleu ici. Et c'est ce qu'il dit. Les 1 et 2, 5. Ah, la 3 n'est pas possible non plus. Ah non, parce que la 5, ok. Il y a 20 rouges. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et... Ah oui, on regarde toutes les parties, là c'est 8 parce que c'est 1 plus 2. Ok, donc on additionne les ID des parties possibles et c'est le résultat. Bon. Alors 12, 13 et 14 cubes. Quelle est la somme? Ok, alors, copier-coller de l'input, ici, je change de fenêtre. J'ai une fenêtre qui me gêne ici, vous ne voyez pas, mais hop, je vais enlever la fenêtre internet. On change de jour. Enter day 2. Ah. Ah. Init day. Donc ça, c'est mon short machin. Maintenant, mon input à moi, c'est quoi? En fait, j'ai le bureau plein de fenêtres. J'ai passé plein de temps à faire des tests parce qu'il y avait des trucs qui marchaient plus trop. Enfin, je voulais changer les choses dans OBS, etc. Et du coup, mes fenêtres sont plus à l'endroit que je voulais. Enter, ça c'est mon input mine, ok. Et ça s'appelle comment? Cube Conundrum. Voilà. On va committer tout ça. J'ai rajouté au fait dans la description sur Twitch l'URL. Ah non, il fallait pas que je fasse. J'ai modifié la taille de ma fenêtre. Alors attendez, je remets ça vite fait. XUR 700. Je me suis fait des petits, voilà, des petits scripts pour remettre facilement à la bonne taille mes fenêtres. Donc aujourd'hui, alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à tout ça. J'ai pas du tout envie de le faire en C. Hein. R, B, G, R. Ah non, c'est pas dans le même. C'est quoi cette histoire là? Blue, green. Ah, il n'y a qu'un blue. Ah, attention, parfois c'est pas présent. Red, blue, green. Green, red, blue. Ah, et c'est pas dans le même ordre à chaque fois. Est-ce que peut y avoir plusieurs fois? Ça, c'est un truc qu'il faudra voir. Si on peut avoir genre vert, bleu et encore vert. Je pense pas, mais on va se mettre, faudra penser à se mettre un petit assert dessus. Allez, on va faire ça en Python. Parce qu'hier on a fait du C et qu'on a vu que le C, c'était long. Conundrum.py. Je pars de rien cette fois pour Python, j'ai pas de base. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, main. Je vais appeler mon main en bas. Je vais lire. Autant d'un assembleur. Ouais, bien sûr. Bien sûr. À l'année prochaine. Hein. Le temps qu'on y arrive. Je sais même plus faire des... Alors, while... true... hop. Je sais même plus faire. Allez, ligne. Line égale input. Hop. Et on va faire... On va avoir deux variables globales qui sont les red. On a dit combien c'est? Red égale 12.
green égale, j'en ai le droit à 13, et blue, on a le droit à 14, je crois. Hein. Je vais regarder l'information. 12, 13, 14. Ok. All-in égale input. On va dire parse. Line de line. Ouais, bon, je vais juste faire comme ça. Hein. Parse line de L. La ligne L, il s'agit. On a quoi? On a game de points. Comment j'ai coupé ça? Je vais récupérer. Alors, game et le reste. On va splitter L. L.split. On va splitter sur le 2 points. Donc là, on devrait récupérer game au début. Game lui-même, on va faire game ID. On va splitter game sur l'espace. Et donc là, normalement, on devrait récupérer game ID. Et en fait, le game ID, il est, c'est un game ID str. Et l'ID vraiment, ident, c'est un int de game ID str. Donc là, j'ai récupéré. Alors, on va vite fait faire un print. Game de ident, 2 points. Et on va voir si déjà ça fonctionne parce que je suis pas bien sûr de moi là. Parse line. Et mon while true, c'est quoi? Comment on fait un while not end of file? Je vais tricher, je vais faire du internet là. Python. Mais on fait pas comme ça, on fait for. Comment on fait en Python en fait? For loop sur stdin. On fait for l in stdin. Comment on fait? For name. On va regarder les réponses sur stdin. Non, c'est pas ça, c'est nul ça. Get lines, for line in get lines. Bon, c'est pas terrible ça. On met dans un fichier? Non, on fait pas dans un fichier. Moi, je veux faire de la redirection. On fait de la redirection dans le terminal. C'est comme ça que ça marche le mieux. Comment lire les entrées d'stdin en Python? Mais non, je suis sûr qu'il y a une boucle là. On peut faire un for sur for line in file input.input. C'est pas foufou ça. C'est quoi si... Tiens. Mais je suis sûr qu'on va faire un for line in Python. For line in stdin. Je suis sûr que ça existe ça. Ah, for line in 6.stdin. C'est ça que je veux. Hop. Voilà, c'est quand même plus propre comme ça. For line in stdin. Tac tac. Parse line de line. Alors, est-ce que ça marche ça? Python sur mon cube et je passe l'input small. Ok, game 1, game 2. Ok, donc j'ai réussi à recréer en faisant game 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Comment je vais faire le reste? Alors le reste, on sépare déjà par des points-virgules. Alors donc ça c'est tout à chaque fois qu'on a sorti. Donc c'est les... comment ils appellent ça? C'est le nombre de 7 en fait. Set égale reste point. On va splitter avec les points-virgules. Et on va à chaque fois parser un set. Parse set for s in sets. Parse set de s. Le parse, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, mais je pense qu'il va nous définir quelque chose. S'il y a un problème à un moment, tout de suite il va nous dire c'est pas bon. Alors le parse set, lui, on va splitter sur les virgules. On va splitter sur les virgules. Cube égale s.split sur les virgules. Et on va faire à chaque fois forcer in cube. On va vérifier. Check.
C. Sachant que c'est quoi? Et ben on va vérifier la couleur. Un cube. On va encore splitter. Alors, num et color est égal à c.split sur les virgules. Non, sur l'espace là. Enfin, on resplit sur un espace. Comment est-ce que ça marche mieux par redirection? Non, non, c'est vraiment par simplicité de code. Et c'est une très bonne, vraiment une bonne manière de coder. Très souvent, on va fonctionner comme ça pour des tests, etc. On a des trucs automatiques et on passe par redirection. Ça fait vraiment des scripts beaucoup plus simples. Ça évite de mettre à chaque fois des options sur la ligne de commande pour dire, bah tiens, voilà tel fichier en argument, etc. Fonctionner par ACD in, ACD out, c'est très courant. Je recommande de faire ça, ça simplifie beaucoup la vie. Parce que sinon, on est obligé de mettre endure les noms de fichiers. À chaque fois qu'on change les noms de fichiers, il faut changer endure dans le programme. Ou sinon, on passe par du parsing de ligne de commande et c'est tout de suite un peu plus contraignant à faire, surtout sur des petits scripts comme ça. Alors là, je vais tester print couleur détectée. Et je vais vérifier que ça marche. C'est num cube et couleur. J'ai un petit mélange d'anglais et de français. Alors, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça marche pas. Too many values to unpack. Expected 2, et on en a combien, là? Je sais pas. Ah, vous voyez pas trop les messages d'erreur, mais là, il me dit... Attendez. Hop. Voilà. Too many values to unpack expected 2. Alors, c'est à quel endroit, la ligne 16? Ok. Print checking C. Je vais voir ce qui se passe. Alors, checking 3 blue. Pourtant, c'est pas mal, ça. Ah, mais je pense qu'il y a des... il y a peut-être des espaces qui traînent encore. Ouais, il y a un espace au début, ce qui me dérange. Alors, on va stripper. Strip, ça permet d'enlever les espaces au début et à la fin. Ok, c'est pas mal ça. Couleur détectée, 6 cubes red, 1 cube bleu, au pluriel. Ok, 2 cubes verts. Ok, le check, on va faire return num est inférieur. Ah, dans quelle couleur c'est, je sais pas encore. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va mettre ça plutôt dans un... comment on appelle ça? Une liste d'associations qui est un dictionnaire en Python. Max call est un dictionnaire avec red 2.c12. Comme ça permettra facilement, une fois que j'ai récupéré la couleur, au lieu de faire des tests sur le nom de la couleur, je vais directement récupérer et m'en servir comme clé dans mon dictionnaire. Donc là, return new est inférieur ou égal à max call de color. Alors, return num. Donc là, dans mon check ici, où est-ce que je check? Non, c'est au-dessus. Check. If. Donc si ça marche pas, if not check, je return false. Il y a une majuscule à false en Python, on dirait. Si j'ai vérifié tout mon set, je peux faire return true, c'est-à-dire que mon set est correct. Et maintenant, sur ma ligne, il faut que chacun des sets soit correct. Alors, parse line, oui, ça c'est une ligne. Alors, pour chacun des sets, if not parse set, return 0. Donc ça, je compte pas la ligne. Hop. Et sinon, si j'ai tout terminé, je vais retourner le game, l'identifiant de la partie. Un objet qui manque en C. Alors, je sais pas de quel objet c'était, mais... Ah, la table de hachage. Enfin, ouais, la table de hachage. Coucou, qu'est-ce que... J'ai Renzo. Bonjour, j'ai Renzo. Coucou, j'ai Renzo. Alors, parseLine, là, on a récupéré donc le compteur, la somme c'est 0. Somme plus égale parseLine. Et là, je vais changer parce que check game.
Alors, au début, j'ai mis parse parce que je savais pas encore ce que j'allais faire. Et maintenant que c'est un peu plus précis, j'ai envie de changer mes noms de fonctions. Là, c'est check in game. Hop. Et maintenant, je vais faire un check de set. Hop, ici. Voilà, comme ça. Et je vais juste réordonner un peu parce que je les ai mis dans cet ordre-là pour l'instant. Voilà. Je mets du plus haut niveau tout en bas jusqu'à la plus petite fonction tout en haut. Qu'est-ce que ça donne ça? Python invalid syntax. J'ai oublié une comma à la fin. Not supported between instances of str. Alors qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai oublié de num. J'ai oublié de le convertir en entier. Ok, couleur détectée, très bien, très bien, très bien. Et juste, j'ai pas vérifié à la fin. Return ident. Tiens, je vais faire print game valid. Et c'est la ident. Voilà, j'ai désactivé un petit peu le reste. Les autres prints que j'avais avant pour l'instant. Parce que là, on comprend plus rien. Hop. Game valid 1, 2, 5. Ça me paraît très bien. Et maintenant, il faut que je fasse print somme totale zoom. On a bien 8 comme prévu. Maintenant, je vais faire sur mon endpoint à moi. C'est hop 2000 machin. On va directement tester ici. Petit CTRL V. Allez, première étoile. Première étoile! Youhou. Alors, j'ai essayé d'activer depuis hier. Il y a des sons pour le chat, mais en fait, j'y comprends rien, quoi. Il y a un truc qui s'appelle le sound alert. Et normalement, on peut faire des choses. J'ai activé le truc pour que normalement dans le chat, enfin j'ai commencé à mettre des boutons, je sais pas trop quoi, mais j'ai aucune idée de ce qui se passe derrière dans le chat. Alors je sais pas si vous avez des trucs bizarres avec des boutons maintenant qui s'affichent, mais moi je sais pas configurer. Donc il faudrait que je me fasse des comptes Twitch différents pour essayer de me loguer moi-même sur mon stream pour faire des tests, mais là je ne sais pas faire. Donc bon. Tac, tac. Le boss, merci Brocolouse. Ça a été vite là, hein. Ça a été rapide. On a combien de temps de streaming là? Ah, quand même 25 minutes. Bon, j'ai mis un long temps d'introduction quand même, hein. Mais allez, deuxième partie. On est chaud pour la deuxième partie. Alors, les elfes disent qu'ils ont stoppé la production de neige parce qu'ils n'ont plus d'eau. Catastrophe. Alors, c'est sûr que sans eau, on ne peut pas trop faire de neige. On ne sait pas pourquoi, il n'y a plus d'eau. Par contre, on peut aller à la source de l'eau. À mon avis, c'est un nuage. Pour vérifier. C'est juste devant. Alors en fait, là, je lis la suite. Si vous avez des questions, enfin, j'ai été assez rapide hein, sur le Python. J'ai essayé d'aller rapidement parce que je vais vous en mettre plein la vue. Mais le but, c'est quand même de répondre à vos questions si jamais c'était un peu trop rapide. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez qu'on revienne sur des parties du code. Sachant dans la deuxième partie, on va sûrement reprendre le code. Ça sera l'occasion de revenir sur certaines parties du code. Alors, quand on continue à se balader, il y a une deuxième question. Dans chaque partie, the fewest number of cubes. Ok, donc ça c'est ce que j'avais intuité à la première partie, c'est-à-dire de se dire en fait combien il faut minimum de chaque couleur pour que ça fonctionne. La première partie, il faut au minimum 4. Ouais, c'est bien ça. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'on fait? Et à la fin, on récupère quoi? Vous avez une chaîne... Alors non, j'ai pas de chaîne YouTube. J'ai considéré pour l'instant que c'était peut-être pas forcément intéressant de mettre les replays Twitch sur YouTube. Voilà. Si jamais il y a plein de gens qui trouvent que c'est intéressant, ok. Là actuellement, les replays ils sont disponibles une semaine sur Twitch. Bon, je considère que c'est suffisant. Ils sont enregistrés, moi de toute façon aussi mes replays, donc ça pourrait être là. Mais voilà, je sais pas s'il y a suffisamment de contenu intéressant pour les mettre ça sur YouTube. Si vous voulez, s'il y a une pétition suffisamment grande, je le ferai. Après, si j'ai quand même une chaîne YouTube, mais vraiment, il n'y a pas ça dessus. Dessus, il doit y avoir des trucs de geek, voilà. Alors, c'est quoi la réponse? La puissance d'un ensemble de cubes. Ok. C'est le nombre de RGB multipliés tous ensemble. D'accord. Donc dans les gammes, alors, dans les games, ok. Et quand on ajoute tout ça, on obtient ce résultat celui-là. Ok, donc il faut qu'on fasse la puissance de tous les cubes. On revient sur le code.
Euh, alors là, c'est valide ou pas valide. Maintenant, en plus de valide ou pas valide, il faut faire autre chose. Donc, il faut pas juste check. Il faut pour chaque set avoir un max. Alors, j'ai gardé la fonction check set et max R égale 0, max green égale 0, max blue égale 0. Alors, if not check. Alors, check, ça fait quoi? Check, ça fait regarder juste, ça vérifie que c'est inférieur au nombre de couleurs. Et. Je vais pas faire comme ça. Je vais refaire un tableau. Je vais refaire je vais me refaire. Hop. Un petit dictionnaire. Ce sera le plus simple. Ah 0. Et là, c'est max call dans le set. Max dans le set. Alors, non seulement ici, je vais retourner un booléen maintenant, mais je vais retourner en plus un couple qui contient le numéro, intnum, et la couleur. Donc check ici. Maintenant, on repère un flag, num et color égale check. Et là, je vais faire un return false. Il ne faut pas que je fasse de return false tout de suite. J'ai envie de continuer à garder les deux parties en fait. Je devrais peut-être pas, mais donc avant j'avais return false. If. Donc ce que je vais avoir, c'est un flag général. Je vais avoir set flag qui est à true au début. Et en fait, mon set flag. J'ai un problème de quoi là? Ouais, j'ai un problème. Mon set flag. Ça va être set flag et end flag. Donc dès que j'ai un flag à false qui est renvoyé, mon set flag va passer à false. Et à la fin, je renvoie le set flag. Ce qui me permet de continuer à garder ma première partie. Et maintenant, en plus, j'ai num color. Donc maintenant, dans max set de color, je prends le max de entre l'ancienne valeur et num. Donc là, au début, ça va faire 0, le max entre 0 et num. Ok. Une fois que j'ai terminé, juste avant de renvoyer cette flag, je vais faire déjà un print pour vérifier ce qu'il y a dans ma table de hachage là. Max 7. Print max 7. Mais max color. Je vais déjà faire ça et voir ce qui se passe là quand j'exécute sur small. Max 7, 4 green blue. Ça c'est pas bon, mais max color. Ah si, ça change au fur et à mesure. Mais max color, game valid 1, et ça c'est les. Mais oui, quelle andouille. C'est pas le bon endroit là. Check de 7. Check de 7, il faut que le max 7 il soit passé en argument. Il faut que... Et dans une game, il faut que j'ai un 7. 1. Donc là ici, je vais créer mon max 7. Et à chaque fois, je crée le max 7 est passé en argument. Et quand on a testé tous les 7, là, je vais faire un print mes max color. Print game valide ou pas. Alors, est-ce que ça marche mieux comme ça? 4, 2, 6, 1, 3, 4, 6, 3, 2. Est-ce que c'est bien ça? Pourquoi je... Ah oui, mais je fais que les games valides. Alors, la 1, c'était 4, 2, 6, ça c'est bon. Même si vous voyez pas, faites-moi confiance. 2, c'est 1, 3, 4. Et la 5e, c'est 6, 3, 2. C'est bien 6, 3, 2, même si c'est un peu derrière pour vous. Hop. Il faut juste...
Ah oui, dès que j'ai un... En fait, c'est ça. Dès que ça marche pas, je fais un return de 0. Donc là, je vais pas faire un return de 0. Je vais avoir pareil. Je vais faire le même principe là. Avoir un set flag. Je vais avoir un game flag ici. Flag égale true. If not machin. Game flag égale false. If not game flag. Return 0. Sinon, return ident. Mais je vais quand même... En fait, je vais pas faire ça. Redval égale 0. Redval égale ident. Et à la fin, je return non seulement redval, mais aussi le power de la game. Et donc, il faut que je calcule le power de la game, qui est power est égal à la multiplication de tous mes ensembles de mon set. Un max set sur green. On va faire red en premier parce que c'est comme ça. Hein. On va faire pareil. Je sais pas si je peux faire sur plusieurs colonnes comme ça, je me souviens plus. J'ai peut-être besoin de mettre un backslash, peut-être comme ça là, à la fin de la ligne. Pardon, pour mettre sur plusieurs lignes. Comme ça. Bon, ça a l'air pas mal comme ça. Multiplié par blue. Alors, mes max color. Mon power. Faut mettre backslash. Ouais, c'est ça, faut mettre backslash. Ah ah, j'ai trouvé plus rapidement que ce que tu as dit dans le chat. Et donc ici, sum plus égal, on va récupérer la valeur et le power du check game. Sum, un plus égal de valeur et le power, s power, sum power, plus égal de power. Donc j'ai un s power ici, égal à 0, somme totale, power total, s power. Et on teste directement, et on est chaud, power total 2286, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait 2286, oulala, c'est chaud, c'est chaud. Mesdames et messieurs les amis, le power total, je sens que ça va être du 58 000. On le fait en live. Yeah! Sum, c'est une built-in fonction. Attention. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que du coup, j'ai renommé, j'ai transformé. Du coup, ça s'appelle... j'ai écrabouillé la valeur de la built-in. Ah, c'est bien ça. Party popper. Ouais, party... Comment on peut... Alors, il me faut des sons. Rename, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Allez, c'est pas bien. Et ben, je vais l'appeler somme. Hop. Hop. Et voilà. Vous voyez plus. C'est bon, j'ai renommé somme, c'est bon. Et ben voilà. Voilà. 36 minutes. 36 minutes. Ce qui est extrêmement lent. Hein, si on regarde... alors, on peut regarder sur le calendrier de l'avant. On va retourner le calendrier de l'avant. Et puis, on va voir les gens rapides. Oh, c'est joli. Regardez. Ça y est, on sait le... Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Alors, il y a une étoile. Ça, c'est la catapulte. Ah, mais c'est ça, la catapulte. Regardez, là, je crois que ce machin-là... Attends, je mets plus haut dans l'écran comme ça. J'ai moins l'impression de regarder vos pieds. Je l'ai rapproché de la webcam. Je pense que là, c'était le trébuchet, parce qu'en français, ça existe, trébuchet. On a été propulsé, on était là, on était propulsé sur la petite île qui est ici. On est arrivé en bas. Et l'étoile, j'imagine que tant qu'on n'a pas fait le problème du jour, elle apparaît pas. C'est joli, hein, c'est toujours sympa le ski art tous les ans. Et alors, est-ce qu'on peut voir sur deux deuxième jours, les statistiques du deuxième jour? Tac, tac, tac. Alors, oh, mais il n'y a pas tant de monde que ça cette année là. 126 000 personnes qui ont fait le... Je crois que l'année dernière on était à 250 000, c'était beaucoup plus grand. Et aujourd'hui que 77 000. Oui, mais alors, par contre, il y a quand même un truc. C'est quand même c'est quand même plus difficile. Hein. Ça part tout de suite dans... Je crois que l'année dernière, enfin les années d'avant, le premier jour c'était des max ou enfin des petites sommes à faire, des trucs assez simples avec pas beaucoup de parsing. Là on voit que dès le début,
Hier, il y avait quand même... La partie 2 était quand même un peu chaude pour si on n'est pas, si on n'est pas non plus expert en prog. Les récupérer et convertir les 1, 2, 3, etc. Puis le moyen, en plus avec des fois les 1 et 2 avec des overlaps, pas évident. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parsing en fait. Il faut beaucoup travailler l'input pour récupérer les valeurs à l'intérieur. Donc ça c'est voilà 278 000, énorme l'année dernière. Ah, c'est plus difficile cette année, hein. Euh, alors les statistiques, est-ce qu'on peut voir le temps qu'ont mis les gens? Comment on fait pour voir le temps J'aimerais bien voir. Je sais plus comment on fait. Dans le leaderboard probablement. Ah voilà. Leaderboard par jour. Ah voilà, jour 2. 1 minute 34 pour le premier. Pas mal, hein? Donc ça veut dire que à minuit ou je sais pas quelle heure, donc à 6 heures du matin pour nous, monsieur Corentin Thomasé, parce qu'avec un nom comme ça, je pense qu'il est français. Donc Corentin Thomasé, il a été... ça veut dire qu'à 6h01 et 34 secondes, il avait fait les deux parties. C'est stratosphérique, hein. C'est incroyable. Et avec quand même presque 1 minute 30 d'avance sur... mais les deux premiers, là, 1 minute 37, c'est incroyable. Et alors la fin du leaderboard, c'est combien? Les 100 premiers, 6 minutes pour le dernier. C'est la folie. Ouais. Non, mais là, ça sert à... Enfin, clairement, si vous allez voir un peu dans la doc du site, il dit, cherchez pas à être sur le leaderboard. Moi, je crois que le mieux que j'ai fait l'année dernière, alors je peux vous montrer mon leaderboard à moi. Est-ce que je peux faire 2003 Events 2022, leaderboard personnel, personal times. Alors, il y a eu beaucoup de jours où j'ai dépassé les 24 heures parce que j'attendais pour pour pouvoir faire du live coding. Donc j'attendais, je les ai fait plus tard. Je crois que par exemple quand on était au jour 8, j'ai fait les problèmes 3, 4 et 5 en live coding, des choses comme ça. Donc là au début j'ai galéré. Et donc le mieux que j'ai réussi à faire, et je suis quand même assez fier de moi, c'était le jour 20 où en 29 minutes j'ai fait la première partie et seulement 34 minutes la deuxième. Alors je sais plus ce que c'était ce jour-là, je sais pas pourquoi j'ai réussi à le faire assez facilement. Mais voilà, j'étais 440e. Oh, je suis quand même très fier de moi. Tout le reste là, c'est pas sûr du tout que j'arrive à faire aussi bien ça. Mais je sais plus ce que c'était. Je regarderai plus tard. Alors, on revient calendrier de l'Avent. On a encore un peu de temps du coup là. Ça vous dit de refaire le problème du jour mais en Haskell? Moi j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Non, d'abord, je vais vous montrer un petit peu le problème d'hier en Haskell, ce que ça peut donner, pour vous faire un peu ressentir ce que ça peut être. Alors, on est encore sur Day 1, Document Calibration, donc j'ai fait tout à l'heure là. Alors, en Haskell, je vous ai déjà dit hier, c'est du fonctionnel pur. Donc bon, tout ça c'est des imports de librairies que je fais de manière standard. J'ai une fonction main. IO, ça veut dire que ça fait du input-output. Là, je récupère juste mes lignes. Bon, des trucs un peu bizarres, mais voilà. Je récupère le contenu et je balance ça dans une fonction qui va me découper en lignes. J'ai un petit affichage pour vérifier. Et là, le résultat, alors je fais le fold. Ça, c'est hyper classique. Haskell, on travaille tout le temps avec des listes. Et les folds sur des listes, ça veut dire, en gros, c'est une accumulation. C'est-à-dire que je pars de 0 et j'ai une fonction qui, à chaque étape, va prendre la valeur précédente plus la ligne en cours et calculer la nouvelle valeur. Et cette fonction d'analyse de ligne, on voit que ça, donc c'est la valeur précédente, on appelle ça l'accumulateur, et la ligne en cours. Et elle fait quoi? Bon, ça c'est un petit affichage, on s'en fiche. Et on va faire l'accumulateur plus rechercher les nombres dans ma liste, dans ma ligne convertie. Sachant que la fonction cherche digit dans une liste L, c'est 10 fois le premier élément plus le dernier élément.
Et donc ça veut dire que derrière j'ai converti, en fait j'ai converti toutes mes listes en listes de nombres. Et là ici c'est ma fonction qui va convertir en liste de nombres. Alors avant de vous montrer comment ça marche, je vous montre sur un exemple. Run Haskell document calibration sur mon input small. Non, sur de la partie 2. Partie 2. Donc là j'avais toutes mes lignes et on voit que là j'ai converti en fait chaque ligne en les nombres. Voilà. 219. C'est quoi cette histoire? 219, pourquoi j'ai ça? Ah, c'est dans l'ordre inverse. L'ordre était affiché dans l'ordre. Donc 219, 823, on voit bien que 8 et 2, on a bien 8 et 2 qui partagent le T. Et exactement, c'est du pattern matching. Et donc derrière, ma fonction de conversion, je dis quoi? Je dis convertir une liste vide, ça reste une liste vide. Convertir une liste qui commence par ONE, et ben c'est faire une liste qui a 1, puis un appel récursif à la conversion de E et la suite. Donc CS, c'est la suite de la liste. En Haskell, le 2 points sépare les éléments d'une liste. Donc là, on a premier élément, deuxième, troisième, et le reste. Et on voit que là, le E, je l'ai gardé au cas où. Alors, ça veut dire qu'il faut regarder un petit peu comment on écrit les chiffres en anglais. Et comme je sais que E peut être le départ d'un autre chiffre, de 8, je garde le E. Par contre, le O et le N, je ne les garde pas. Et en fait, donc à chaque étape, si c'est des caractères que je reconnais, je vais les convertir. Si c'est des X, etc., ils vont juste dégager. Donc là, j'ai 1, 2, etc. On voit que for, par exemple, le R, il n'est jamais réutilisé comme première lettre d'un digit. Donc c'est juste, je convertis en 4 et je convertis la suite, etc. Alors ça, c'est assez... Moi j'aime bien la manière de faire ça, c'est du pattern matching, et ça ressemble vachement à des maths, en fait. On regarde comment on écrit les fonctions. On a l'habitude, après, quand on programme les fonctions, on fait f de x, et puis après, on fait les différents cas sur x. Mais en maths, on fait f de 0 égale 3, f de 1 égale machin, et f de n égale 3n plus 2, par exemple. Et bah là, en Haskell, c'est vachement sympa, parce qu'on a l'impression qu'on définit plusieurs fois la fonction, mais en fait, on définit la fonction avec, à chaque fois, un input possible. On dirait du scheme. Je sais pas, j'ai jamais fait de scheme. Donc là, voilà, j'ai tout mon pattern matching, et ici, c'est le pattern générique, qui dit qu'on n'est pas dans la liste vide, on n'est pas dans un des cas qui a été récupéré, mais dans ce pattern matching là, il y a quand même deux gardes. Une garde qui est OK, c'est C suivi de CS, mais quand même, on peut faire une condition juste plus générale sur ce C. Donc si c'est un nombre, eh ben, je convertis ce nombre en... alors ça c'est une fonction que j'ai faite moi-même à côté, en faisant caractère ASCII ou en caractère ASCII du chiffre 0, enfin du chiffre 0. Donc je convertis et je fais la suite de la conversion. Et sinon, juste je convertis la suite. Donc ça veut dire que là, quand je fais ça, ça veut dire que le C dégage et on ne le garde plus. Donc voilà, ça fait du coup un code qui est quand même sympa, assez compact, en 30-35 lignes. Alors c'est un peu verbeux d'écrire tout ça. En vrai, bien sûr, si on avait plus de cas, il faudrait faire autrement. Mais je trouvais ça rigolo de montrer comme ça. Je trouve ça assez joli. Puis voilà, je me suis aligné mes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc voilà, j'aime bien ce code Haskell. Sympa, hein? Sympa, Ryushin. Alors, maintenant, du coup, comment on va faire pour le day 2? Alors, day 2, j'aime bien. Ce que j'aime bien dans le jour 2, c'est que si on reprend l'exemple du jour 2, là, on a beaucoup de lectures à faire. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert en Haskell, le fait les textes combinateurs qui permettent de parser du texte. Alors, quand ça marche pas, c'est super pénible à débugger. Et en général, ça marche pas tout de suite. Il faut le regarder, et j'ai pas encore trouvé de meilleure méthode que de regarder très fort dans le blanc des yeux, et parce que mettre des prints un peu partout, c'est compliqué. En Haskell, vu que l'évaluation se fait de manière lazy, c'est pas évident quand on a des parseurs qui fonctionnent du coup de manière lazy, parce que du coup on met des prints, et les prints vont s'afficher que quand vraiment on va récupérer, on va évaluer la valeur dedans, et du coup l'ordre n'est pas forcément toujours bien conservé, donc c'est des fois un peu pénible. Alors, kubeconundrum.haskell. Tac, tac, tac. Donc là, hop, c'est ma base. Donc dans mon main, je vais faire un parsing avec une fonction parseInput que je me suis... Alors, ça parseContent, c'est une fonction que je me suis définie, qui récupère tout le contenu de la cdin et qui appelle le parseur dessus. Alors, mon parseur, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que je parse mes games. Mes games sont séparés par des
Retour à la ligne. Alors, line... Ah, j'ai pas la complétion. Alors, attendez, je vais ouvrir mon... voilà, toute ma base de code que j'ai dont j'ai l'habitude à côté. Comme ça, j'aurai la complétion. Alors, line, return. Voilà, c'est bon. Set by... Ah oui, non, c'est l'inverse. Donc, j'ai line return. Et j'ai des games qui sont séparés par des line return. Donc là, c'est mes games. Et je vais parse game. Ok, et là donc j'ai un end of file et je return games. Alors, parse une game, c'est quoi? Il faut faire quoi pour parser une game? Il faut récupérer la string game, suivi d'un espace. Ensuite, on va récupérer un identifiant, number, je pense que c'est comme ça. Ensuite, on va récupérer string 2 points espace. Et là, on va parser les ensembles. Set parse sets. Et les ensembles, les sets, ils sont séparés par des points-virgules. Ils sont séparés par des points-virgules ou par des points-virgules espace? Par des points-virgules espace. Comment je fais ça? Je sais plus exactement comment. Est-ce que je fais comme ça? Je sais pas si je peux faire comme ça. Ça me paraît... Je suis pas sûr que j'ai le droit de faire ça. Je suis pas sûr que j'ai le droit de dire string comme ça. On va voir. Et on va faire un return de sets et de mon ID et de sets. Est-ce que ça marche comme ça? Ah oui, parsets, ouais, par contre parsets ne fonctionne pas. Et ça, c'est ça qui est compliqué, c'est que parsets, d'où, comment je pourrais faire? En fait, j'aimerais bien tester déjà maintenant, et j'aimerais bien que mon set, ce soit juste la chaîne de caractères complète. Mais ça, je sais pas faire. Je sais pas faire directement. Alors, je sais plus. Je vais récupérer Haskell Text Combinator. Dans la documentation, get, gather, satisfy. Ou je pourrais mettre n'importe quoi en fait. Satisfy. Non, ça c'est juste un caractère. Munch. Sinon, je fais un munch. Le munch, c'est je récupère tout. Je vais faire un munch ici. Je vais faire un munch de 2, c'est égal à... non, c'est différent. Tant que c'est différent de point virgule. Ça devrait marcher, ça. Miam, 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 miam. Je mange tout jusqu'au point virgule. Variable not petit scope. Ah oui, le différent, c'est comment? C'est comme ça? Comment c'est le différent, Haskell? C'est inférieur, supérieur? Non. C'est quoi? Ah oui, c'est peut-être... Je crois que c'est comme ça, c'est slash égal. Hop. Est-ce que ça fonctionne, ça? Make small. Run Haskell. Ah, ça a l'air pas mal, hein? Ah, mince, vous voyez plus. Pardon, je vous voyais plus. Ouf. Je l'ai vu avant de voir ton message, Zips. J'ai réussi à voir moi-même. Alors, donc là, j'ai l'impression que c'est bon. J'ai bien récupéré dedans. Alors, on voit pas très bien, mais la game 1 dedans, il y a 3 bleus, 4, 3 blue, 4 red. C'est quoi mon input small déjà? « 3 bleus, 4 rouges, ouais c'est ça. 1 rouge, 2 bleus, 6 bleus. 1 rouge, 2 bleus, 6 bleus. Ok, donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est quoi vos icônes, des petits chiens? Ça veut dire quoi quand vous mettez un petit chien dans le chat? C'est des yeux de chien battus? Ça veut dire je comprends rien ou, ou ça n'a rien à voir? Je suis pas au courant, moi, des significations des petites, de toutes ces petites icônes. Ok, donc maintenant que j'ai vérifié que ça m'a fonctionné bien, je vais parser les couleurs. Alors, comment je vais faire? Je vais avoir des couleurs.
Ça c'est des sep by. Alors j'en ai au moins un. Parse col, color. Et c'est séparé par des virgules. Par des strings. Donc ça marche de faire string comme ça. C'est bien. Pas de problème, t'as le droit de mettre ton chien. Juste, si jamais il y a des private jokes et que je suis pas au courant, bah, ça me rend un peu triste, mais apparemment non. Alors, parse color, on va faire comment? Parse color, on récupère un nombre. Do num, c'est un number. Ensuite, il y a un skip spaces. Pourquoi ça marche pas ça? Pourquoi j'ai pas la complétion? Ça marche. C'est que se passe skip spaces? Bizarre. Ah, c'est parce que c'est de manière générale dans la doc. Et ensuite, là, j'ai une chaîne de caractères qui est un RGB. Et là, je vais récupérer. Alors là, je me suis fait un truc dans ma doc, Alnum, comment ça s'appelle? Parse, un identifiant. J'utilise. Ah, ou un Word. Là. Je récupère un Word, ça c'est bien ça. Ah, mais je pourrais peut-être mettre une condition que les words c'est que trois couleurs possibles. Word. Et là je vais faire un return de num et word. Je sais plus comment faire. Je crois que j'ai une possibilité quand même de définir directement. C'est un RGB, red, green, blue. Parce que moi ce que j'ai envie de convertir ça en une structure de données. Une structure de données. Et alors là, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais je crois que je peux définir une structure ici, là. Genre, c'est data color égale red ou green ou blue. Mais j'aimerais bien attacher en même temps un numéro. Ah là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait. J'ai envie de faire un truc genre red of int, mais c'est pas comme ça qu'on. C'est un int red. Ah, je sais plus comment on fait. C'est pas grave. Je vais juste faire data color qui est là. Alors, je vais juste deriving show. Ça me permet juste de faire des. Et ec. Ça me permet. Show, ça me permet de faire des prints de ça. Et ec, ça me permet de faire des tests d'égalité. Et voilà, je vais pas attacher je vais pas attacher le nombre directement à la couleur. Par contre, il faut un moyen de convertir strcol de green égale green, strcol de red égale red. Je sais pas si ça va marcher ça. Blue égale blue. Je pense que normalement, je devrais pouvoir dériver un truc spécial, genre bon, il y a des manières plus propres de faire ça en Haskell. Et je devrais pouvoir faire quelque chose comme des dérivés de read. Et read, c'est un truc automatique qui permet de convertir la chaîne de caractères en la donnée. Mais comme je ne maîtrise pas très bien, on va laisser comme ça. Donc strcall, on va faire ça. Strcall, et là je convertis ici. Allez, make small. Est-ce que ça fonctionne? Alors attendez, je vais faire comme ça, parce que ça m'embête que vous ne voyez pas très bien la console quand j'exécute. Oh, c'est sympa ça marche bien. Red blue, etc. Écoutez, je suis très fier de moi, j'ai réussi à faire mon petit parsing qui fonctionne, qui fonctionne déjà. Et c'était pas gagné d'avance, laissez-moi vous dire. Bon, bah une fois qu'on a ça, il faut reconvertir dans chacune des deux parties quand même. Hein, le boulot n'est pas terminé. Je suis très content, mais... Donc une fois qu'on a ça, j'ai ma data, c'est une liste de couples où à chaque fois j'ai un identifiant, puis il faut que je vérifie les choses. Ok. Print data. Donc maintenant, je vais devoir faire la partie 1. Part 1 de date. Et on va faire let result égale partie 1 de date. Et on sait qu'à la fin, on va faire un print de result.
Et on va faire un put str de résultat partie 1. Hop. Alors, partie 1 de la donnée, c'est quoi? J'ai ma liste de games. Il faut que je fasse la somme de toutes les games dont j'ai le droit. Donc j'ai envie de faire, je vais faire un fold dessus avec une fonction d'accumulation sur mes games. Add if valide. Au début c'est 0 et je passe toutes mes games en argument. Sachant que, moi j'adore ça en Haskell, et on dit ce qu'on veut d'abord et ensuite on dit, alors voilà ce que je fais avec, sachant que, donc le where add if valide. Add if valide c'est quoi? Ça va prendre une game. Une game, c'est un identifiant et un ensemble de 7. Et là, on va faire if valide set de A de tous les 7. If valide set de sets. Then ident, else 0. Et j'ai oublié mon accumulation. Ah, ma variable d'accumulation. Donc on va faire if. Alors on va faire acc plus if valide set then ident 0. Donc à chaque fois je prends mon accumulateur, la valeur existante, et si mes ensembles sont valides, je rajoute l'identifiant, sinon 0. Valide set, que j'utilise ici, que j'ai pas encore défini, et ben je vais l'écrire ici. Alors valide set c'est quoi? Sur un ensemble de 7, et ben il faut que je parcours mes 7. Donc je vais faire un fold. Tiens, j'ai mis un fold R alors que c'est un fold left. Bon, on peut folder d'un côté ou de l'autre, et voilà, je fold toujours de left. De manière générale, on part de la gauche du début de la liste. Alors là, c'est un fold par contre sur un booléen. Donc c'est un check set. Un accumulateur de check set. Donc on part de vrai. True. Et on parcourt tous les 7. Sachant que act check set, ça fait quoi? Ça prend le flag actuellement. Et un set. Et ça vérifie que si mon ensemble est valide, donc il faut que je parcours toutes mes couleurs. Et si toutes mes couleurs sont OK, le flag, je le laisse à vrai. Alors, je fais flag. Alors, comment c'est le end? C'est souvent comme ça, le end? Ah, je sais plus comment on fait le end dans Haskell. Je pense que c'est comme ça. Donc, il faut que le flag soit... Alors, il faut que le flag soit pas déjà passé à faux. S'il est passé à faux, c'est pas bon. Flag et je vérifie toutes les couleurs, en fait. Je sais plus ce que c'est 7. 7 lui-même, c'est plusieurs couleurs. Donc en fait, c'est encore c'est encore une accumulation. Hack check color. On va récupérer le flag en argument. Et le set en cours. Hack check color. Flag et une couleur. Et là, on va vérifier. La couleur et le numéro. Num et la couleur. Et là, il y a plusieurs possibilités. Alors, en fait, je vais pas faire comme ça. Je veux mettre la couleur en... Je veux faire égal flag et check, juste une couleur, check call de num call. Call num.
Alors, check color en red avec un n, c'est égal à n est inférieur à ou égal à 12. En vert, c'est inférieur à 13. Et en blue, je crois que c'était 14. Hein. Je vais les aligner, ce sera plus joli. Bon, on a fini là. Ouh là là, ça me fait un peu peur. Hein. Ça me fait un petit peu peur, je suis pas certain de moi. Make small, ça fait quoi? Oh, 8, bah si, ça marche. Make sur mine 2101. Je vais revérifier mon input. C'était quoi mon input à moi? Ah ouais, 2101. Oh, ça marche. Ça marche, c'est incroyable. J'ai même pas eu d'erreur. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai pas eu d'erreur de compilation. J'ai pas eu d'erreur de typage à l'exécution. Alors en le faisant, je me suis dit, ouais, c'est quand même sûrement pas facile de suivre. Hein. Mais voilà, c'est juste qu'on a au moins 3 niveaux de vérification de liste. En fait, c'est à chaque fois, il faut voir ça. C'est exactement le même processus qui se répète sur chacune des listes. C'est-à-dire que je vérifie toutes les games avec une accumulation en ajoutant les identifiants. Pour une game, il faut vérifier tous les sets. Un set, il faut vérifier toutes les couleurs. Et en fait, c'est juste que je fais à chaque fois ça. J'additionne si c'est valide. Valide, c'est si les ensembles sont valides, c'est bon. Valider tous les sets, c'est sur toute la liste des sets, je pars de true et puis je check que chaque set est correct. Et pour checker qu'un set est correct, et je check que chacune des couleurs à l'intérieur est elle-même correcte. Bon, sympa pour la partie. Alors, du coup, j'ai mis combien de temps? J'ai mis un peu de temps quand même. Là, ça fait déjà 1 heure de live. Et est-ce que la partie 2. Comment faire la partie 2 en Haskell? Là, on a besoin de faire le max. Alors, le max, ça peut être sympa, ça. Comment on fait? J'ai envie d'avoir un triplet, en fait. Un triplet RGB. Alors, la partie 2, c'est quoi? Hop. Résultat partie 2. Let résulte 2 égale partie 2 des données. Alors, partie 2, je vais copier, ça va ressembler quand même. Là par contre, je n'ai pas le courage d'essayer de factoriser les deux. Hein. Je fais carrément une nouvelle fonction partie 2. Bonsoir, no2e underscore. C'est quoi, c'est nose en fait? J'imagine que ça doit se dire d'une certaine manière. Si tu arrives maintenant, tu vas être en galère, je te préviens. On est là. On est sur du Haskell. Ça pique un peu les yeux. Dès la première partie n'était pas forcément facile à suivre. Hein. Dites dans le chat si vous avez compris. La deuxième partie va être encore plus chaude. Et je peux pas. Alors, si je vais pas reposer le problème. Alors, dans la partie 2. Donc va voir sur Advent of Code le problème du jour si jamais tu n'as pas vu ce que c'était pour essayer de comprendre. Rien compris. Ah ouais, rien compris. Mais est-ce que le but c'est pas forcément de comprendre et de suivre, mais est-ce que mon but là c'est un peu de vous faire ressentir peut-être la beauté qu'il peut y avoir derrière dans le langage. Là je vais essayer d'être un petit peu moins parce qu'on peut-être pour la deuxième partie. On va voir si j'y arrive. Alors la partie 2, il faut sommer tous les powers des parties. Donc, je vais faire une somme. Alors, donc c'est un fold encore. Add power sur les games. On part de 0. Add power, c'est quoi? On prend le power en cours. On prend ma game qui a un identifiant des 7 et on va calculer. Alors, l'identifiant, je crois qu'on n'a plus besoin en fait. Donc, je vais mettre underscore parce qu'on n'a pas besoin. Et on va faire mon power en cours plus power du 7, de D7. Alors, power de 7, comment on fait pour calculer le power de 7? C'est aussi un fold,
mais un fold avec une multiplication à chaque étape. Donc, la valeur initiale, ça va être 1. Et ici, on va faire mult sets. Non, 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 c'est pas ça du tout. Si, c'est ça ou pas? Attendez. On peut pas faire comme ça, il faut faire en 2 étapes. Une première étape, il faut calculer le max sur chacun des sets, et dans une deuxième étape seulement, on va calculer le power. Donc power de 7, c'est pas ça. Power de 7, c'est de faire max rouge multiplié par max green multiplié par max blue. C'est ça. Sachant que, et je fais un where imbriqué, sachant que les max R, max G, max B, on va les calculer. Max R, max B, max G est égal à compute max call sur mes ensembles. Bon, je vais virer tout ça là. J'en ai pas besoin. Et comment je calcule le max de mes ensembles? Je vais partir... Alors, compute max call sur les ensembles, sur tous les sets. C'est quoi? C'est faire une accumulation en partant de 0, 0, 0. Donc ça, c'est le max initial. Et là, je vais faire... Et là, il faut qu'à chaque étape, je maximise entre les anciens max et les max que je calcule sur les sets en cours. On va dire max accumule max current set. Ah, c'est un peu moche comme nom de fonction, mais bon. Alors, acc max current set, c'est quoi? Il y a le max en cours, donc c'est mr max b, max g, ça c'est les max en cours. Maintenant j'ai mon nouveau set, et mon nouveau set c'est une liste de couleurs. C'est une liste de couleurs. Ok. Et ma liste de couleurs, c'est quoi? Est-ce que je fais là directement? Si j'ai une liste vide... non, c'est un peu trop... C'est un peu... Bon, si. Si c'est la liste vide, une fois qu'on arrive à qu'on a fini toutes les couleurs, bah, on renvoie le maximum. Et s'il y a des couleurs encore, une couleur et ensuite les couleurs restantes, et ben là, on fait quoi? On va s'appeler récursivement sur une mise à jour des max et avec le reste des couleurs. Sachant que la mise à jour ici, on va faire update de... En fait, j'aurais pas dû mettre tout ça. mr, mb, mg. Hop. Une update avec la couleur en cours. The max, en fait c'est un peu plus propre de mettre comme ça. The max c'est un triplet qui contient le maximum. The max, voilà. C'est très bien de faire comme ça. Alors, update mr, etc. Et ben, c'est pas bien compliqué. Update de mr, mb. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Alors, quand la couleur c'est... Ah, mais la couleur c'est quoi? La couleur c'est un numéro. C'est ncol suivi de la string couleur, enfin de la couleur elle-même. Et là le numéro. Call call. Et donc là, si j'ai red et que j'ai R,
eh ben, je mets le max entre MR et R, puis MB, puis MGreen. Quand c'est green, je garde le max rouge. Et là, je fais un max. Alors, je me suis trompé entre MB. Ouh là là, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé partout. Max G, max B. Hop. Max green et green. Et je garde le max B. Et là, je garde MR, je garde MG. Et là, je fais le max entre MB et blue. Et c'est le quatrième cas, blue sur un blue B. Ouf. Ouh là là. Est-ce qu'on est bien là? J'ai aucune multiple declaration of part 2. Ah. Ah bon? C'est déclaré où part 2? Ah oui, parce que partout, ok. Partout, c'est mon booléen ici. Hop, je vais supprimer. Alors, est-ce que ça fonctionne? Make small. Ah, une erreur. Fold n'existe pas. Oui, c'est un fold L. La fonction fold n'existait pas. Partie de 2286. Est-ce que c'était ça dans la doc? 2286, c'est bon. Make mine. Et 58 269, est-ce que j'avais 58 269 comme partie? Et j'avais ça. Ouf, j'ai réussi à redupliquer en Haskell la même solution que j'avais en Python. Et est-ce que ça m'a pris plus de temps? Je pense que ça m'a pris quand même un peu plus de temps parce qu'il y a le parsing, on est obligé d'être un peu plus propre, on fait ça de manière plus clean. Mais il est sûrement plus robuste que mon parsing Python. Et ben voilà, du coup, vous avez vu un petit peu de Haskell. Est-ce que ça vous a convaincu de faire du Haskell? Je suis sûr là maintenant. On va terminer le live et vous allez sortir une doc Haskell et dire ah, je connais Haskell parce que c'est vraiment trop classe. Est-ce que c'est lisible? Je reprends un peu mon code là. Ce que j'aime beaucoup dans la manière que j'ai de faire là, c'est que je pars vraiment de ce dont j'ai besoin et je descends au fur et à mesure et chaque ligne explique le besoin que j'ai. Alors que la partie 2, j'ai besoin de quoi? Alors, il faut savoir lire un petit peu quand même les noms des fonctions. Donc fold, ça veut dire en gros, je fais une passe, je fais une passe sur toute ma liste en accumulant à chaque fois, en regardant à chaque fois le nouvel élément de ma liste. Et donc je veux additionner tous les powers de mes games. C'est comme ça qu'il faut lire. Pour additionner le power d'une game, c'est pow plus calculer le power d'un ensemble. Je sais pas si c'est mon langage préféré, mais c'est pour faire des vraies choses de la vie quotidienne en fait. Alors la vie quotidienne, j'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas évident de trouver des gens avec qui communiquer avec. Donc si je veux interagir et si je veux bosser avec d'autres personnes et que je commande à coder en Haskell, bah, je sais que je vais être tout seul. Et donc ça c'est pas très intéressant. Donc pour les projets recherche, etc., j'utilise pas. Par contre, j'aime vraiment bien la manière de réfléchir en Haskell et le langage lui-même, je trouve ça assez intéressant. Et du coup, j'aime bien pour tous les trucs de challenge comme ça, faire du Haskell, je trouve que c'est sympa. Je continue mes explications. Donc add power, je reprends. Hein. Donc c'est le power en cours plus calcul power sur les 7. Le power d'un set, c'est quoi? C'est le max des rouges fois le max des greens fois le max des bleus, sachant que on les récupère comment? En faisant un calcul sur les 7, calcul du maximum. Ce calcul du maximum, c'est partir que le max est 0, 0, 0, et à chaque fois accumuler, faire une accumulation sur chacun des 7, en faisant un max entre le maximum en cours et le max du set en cours. Cette accumulation des 7, eh ben, quand on a fini tous les sets, quand la liste est vide, eh ben c'est le max qu'on a eu jusqu'à présent. Et si la liste n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a une couleur en cours dans le set, suivi d'autres couleurs.
auquel cas je fais une update avec les couleurs en cours de The Max. Puis je m'appelle récursivement et je passe à la suite. Je fais un appel récursif sur le reste des couleurs. Et voilà, et l'update, en fait, j'ai 3 cas. J'ai du pattern matching sur 3 cas. RGB pour aller faire le max sur le R, le G ou le B. Je trouve que ça se lit assez facilement. Et c'est notamment, là, c'est bien adapté à ce type de problème où on n'a pas trop de branchements. Alors, sur les jours d'après, en général, on a des trucs plus complexes. Donc, il faut s'occuper d'une partie, puis d'une autre, etc. Donc, on va pas forcément descendre d'un cran, on va aller tout au bout d'une des branches et puis ensuite on remonte parce qu'en fait à la racine ici c'est pas juste un add power, on va avoir peut-être 3 fonctions qu'il faut, 3 fonctions de très haut niveau qu'il va falloir ensuite coder, mais comme ça on les fait au fur et à mesure. Ouais, c'est assez élégant. Au début c'est pas évident, alors c'est pas forcément évident à lire, quand on a l'habitude on arrive mieux à lire, mais c'est encore autre chose d'être capable de lire et de capable de l'écrire sans erreur. Haskell est pas très on va dire, forgiving, comme on dit en français. Voilà, au début, quand on galère en termes pour mettre de l'affichage en plus, rien que de faire des prints supplémentaires, ici je peux pas mettre de print là. Ici, where machin, où est-ce que je mets un print ici, ben, je peux pas, non. Ici, je suis dans des définitions de fonctions. Là, j'ai un fold L, si je veux mettre un print, c'est un peu compliqué. Donc, alors il y a des trucs qui existent dans le module debug pour faire du tracing, mais déjà au début, rien que de savoir où mettre des traces pour débugger, c'est pas forcément évident. C'est semblable au OCaml, et ben en fait, je trouve pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de OCaml, mais le OCaml que je faisais moi à l'époque où j'étais en thèse était beaucoup moins fonctionnel pur. Là, on est que sur du fonctionnel, hein. À chaque fois, on passe la lisse, on la passe dans une autre qui parcourt la lisse, on calcule des choses et il n'y a aucun effet de bord nulle part hein, ici. Il y a zéro effet de bord, il n'y a rien qui est mutable, aucune modification de variable. On est vraiment sur juste des appels de fonctions entre eux. On fait que de se passer des fonctions et d'appeler des fonctions. Là, par exemple, la fonction fold L, elle prend une fonction en argument. Et elle va appliquer, elle va à chaque fois prendre tous les éléments et en fait elle va faire add power de 0, enfin il y a des add power imbriqués qui vont se créer avec à chaque fois 0, le premier élément, le deuxième, etc. Voilà. Bon et ben mes petits loulous, ça va être l'heure d'aller se coucher. Hein, il est 22h17, il faudrait qu'on mette un petit peu raisonnable. Hein. Puis vous avez peut-être, je sais pas, d'autres choses à faire. Bah écoutez, moi j'ai bien aimé ce deuxième jour, c'était assez sympa. J'ai bien aimé le fait de devoir faire pas mal de parsing pour ça. Je trouve ça assez intéressant, puis c'est pas trop difficile. Plus tard, on a des trucs un peu plus compliqués. Donc là, ça permet de se remettre un petit peu dans le bain du calendrier de l'Avent. Je vais vous laisser. Alors je sais pas quand est-ce que je vais refaire la prochaine fois. Je pense lundi. Un effet de bord, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. Un effet de bord, ce serait par exemple de faire, imaginons que j'ai une variable globale truc égale 0, et que ici, à chaque fois que je fais un compute max, en plus de faire fold L, je fais truc plus égale 1. Ça, c'est un effet de bord, c'est-à-dire que c'est pas visible dans la valeur de retour de compute max, mais il y a quelque chose qui s'est passé à côté, qui a changé un état interne de la mémoire, par exemple. Et donc ça veut dire que il y a beaucoup moins. Enfin, du coup, on n'est plus sur du fonctionnel pur, c'est-à-dire que si j'appelle 2 fois ma fonction avec le même ensemble. Alors ça arrive en fonctionnel, c'est-à-dire que si j'ai exactement le même set que j'appelle 2 fois, et ben normalement j'ai calculé une fois, je peux renvoyer le même résultat. Et ben si j'ai des effets de bord, je peux pas, je suis obligé de recalculer parce que dedans il y a un truc plus égal 1, que si jamais je renvoie juste le résultat que j'ai déjà précalculé avant, et ben mon truc plus égal 1 va pas s'exécuter. Donc alors en vrai en Haskell, on peut cacher des effets de bord, mais on peut avoir des effets de bord en fait dans le main. Là, c'est des effets de bord de type IO, Input-Output, où là, il y a des effets de bord. C'est-à-dire que dans le parse contents, je récupère le contenu. Alors là, je récupère tout le contenu, mais imaginons un getLine.
Et ben getLine, on est d'accord, c'est pas la même ligne à chaque fois. À chaque fois que j'appelle getLine, c'est pas la même ligne qui est renvoyée. Donc c'est pas une fonction pure. Et donc les fonctions, les fonctions qui sont impures, là il y a du IO, je suis obligé de les mettre dans un truc, dans des fonctions de type IO. Et dès que je sors là-dedans, donc ici partie 1 et partie 2, et ben je suis plus dans le monde IO, donc je peux plus rajouter de IO. Une fois qu'on arrive dans une fonction pas IO, je peux pas à l'intérieur revenir dans du IO, parce que sinon ça voudrait dire que la fonction elle-même, elle fait appel à des fonctions qui ont des effets de bord, et là ça marcherait pas. Donc à partir du moment où j'appelle une fonction qui est fonctionnelle pure, j'ai plus le droit de faire d'effets de bord dedans. Sauf en trichant un peu, mais je vous en parle pas. Je vous dis pas comment faire parce que voilà, c'est bien fait en Haskell. On peut masquer des choses où il y a des effets de bord en interne, mais on sait que ça s'applique que sur une sous-partie. Et du coup, de l'extérieur, c'est comme si on n'avait pas fait d'effet de bord. Ça permet d'avoir de temps en temps juste en interne dans une fonction, avoir un petit tableau dans lequel on va faire des modifications des valeurs dans le tableau. Mais dès qu'on ressort de la fonction, la valeur renvoyée, eh ben, elle est pure. C'est par exemple un tableau fixe qui ne change plus. Voilà pour la réponse à l'effet de bord. Donc je disais la prochaine fois, je pense que je vais essayer lundi soir. Je suis pas sûr que j'aurai du temps. Mais voilà, si vous êtes dispo dans la soirée, sûrement vers 22h, j'essaierai de faire du live coding sur le jour 3 et 4. Sauf si demain j'arrive pas à résister, que je me fais le jour 3 comme ça tout seul. On verra. Mais du coup, pour savoir, je pense que sur Twitch, il faut s'abonner ou je sais pas trop quoi. Enfin, pas forcément s'abonner, mais suivre. Et quand on suit, je crois que quand je démarre le stream, du coup, il y a une notification qui doit apparaître quelque part en disant ouh, il y a Florent qui commence à streamer du live coding. Voilà. Allez, je vous laisse. Passez une bonne fin de soirée et à lundi, soit en vrai, soit mardi en vrai, soit en live coding. Allez, ciao tout le monde!